aquesta, allò vermell, això que a mi no em costa gaire justificar les coses, si tenen justificació, aquesta en té, però no que la gent hagi hagut d'esperar tant, ho sento molt. Bueno, la verdad es que hasta me cuesta no ya la presentación, porque creo que Raymond Belur es una personalidad en el mundo cultural francés y europeo en general. Yo ya lo he presentado, he tenido la oportunidad de presentarlo en distintas ocasiones y en distintos lugares, uno de ellos aquí, otro en la Caixa, justamente, si pensamos en Barcelona solamente, pero Raymond Belur, como por otro lado los otros conferenciantes de la mañana, forma parte de, llamemos, de la bibliografía académica, no solo por sus libros, sino incluso por sus relaciones culturales y de gestión cultural, y sobre todo, por ceñirme su última etapa, por ser el responsable directo y el gestor de esa revista ya mítica, se llama Trafic, que yo creo que figura no solo en todas las bibliotecas universitarias, sino incluso en las casas particulares de muchos de los presentes. Yo, que soy mayor que la mayoría de los presentes, recuerdo todavía que en el año 66, para referirme a años bastante lejanos, ya quedamos algunos, obviamente no en el mismo 66, que aquí nos llegó más tarde, pero en fin, ya quedamos algunos atrapados por una visión muy particular y colectiva de un libro, en este caso francés, sobre el western, o mejor dicho, una revisión sobre el género western, publicado en francés en el 67, creo, y en fin, que aquí llegó bastante más tarde, pero que era curiosa en la medida que suponía aplicar, por primera vez casi diría, o en fecha temprana, aplicar al género, a las leyes de un género tan específicamente americano como el western, aplicarle toda una reflexión estructural y estructuralista muy vinculada ya, aunque eran sus inicios, a lo que sería el análisis del film, el análisis fílmico de los años 60-70. Pero desde el western a los dos tomos, también muy visitados en general por los universitarios, al menos los universitarios de la época, los dos tomos de revisión del cine americano, que eran, recordaréis, dos tomos publicados en Flammarion en el año 80, que son análisis de películas sueltas y una introducción general de Raymond Belur, que da cuenta de cómo el cine americano se convierte o se convertiría con el tiempo en materia de estudio de las nuevas metodologías o de las nuevas hermenéuticas críticas y estructurales y psicoanalíticas, porque era una mezcla un poco de todo. Digo, desde esos dos tomos americanos, incluso un tercero, porque es conocido aquí, que es un libro muy particular de Belur, se llama el libro de los otros, que es una serie, está publicado en español, está traducido en español en este caso, en castellano, en Anagrama, que es una serie de entrevistas a Lévi-Strauss, a Roland Barthes, a toda una serie de maîtres à la pensée franceses, hecha por Belur, que es un libro histórico y casi de culto, en este caso del año 78 o 77, que desde entonces para acá Raymond Belur es un hombre que ha jugado a nivel teórico y a nivel analítico con eso que hemos llamado las migraciones de las imágenes, las hibridaciones. Suyo es un proyecto del Pompidou que tuvo una gran aceptación, yo diría internacional, hasta el punto de que lo compró después la Caixa aquí también, que es una exposición que se llama Passage de l'Image, exposición comisariada por Raymond Belur y también por Catherine David, que trabajaba de hecho las hibridaciones de la fotografía, del vídeo, del cine, del videoclip, de la publicidad incluso, y jugaba cómo ciertas imágenes no son combinatorias, sino se trasvasan de un lugar a otro, ¿no? O se relacionan o se corresponden.
de esa idea de pasajes de la imagen nace también l'entre-image, las entre-imágenes, que son 2 tomos que Belur ha reunido algunos de sus textos sueltos y que también dan cuenta de ese juego entre cine, pintura, vídeo, fotografía, es decir, síntesis de las imágenes, de ese juego de, insisto, de hibridaciones. Suyos también, y se relaciona más con la conferencia de hoy, probablemente suyos también el proyecto de exposición sobre Godard en el MoMA de Nueva York. Se llama Jean-Luc Godard Son Image, un proyecto colectivo, pero él lo comisarió, que es una exposición sobre Godard, y teniendo en cuenta que hoy se va a hablar de la exposición, fallida o no, eso ya cada uno lo puede interpretar a su manera, del Godard de Pompidou, del reciente Godard de Pompidou, creo que hay unas interrelaciones entre ambas. Y él lo subraya, su gran trabajo, desde vinculado al Centro de Recherche de París, su gran trabajo ha sido la preparación y publicación de las obras completas de Michaud, Henri Michaud, en la Biblioteca de la Pléiade. Creo que es una de las grandes digamos, aportaciones de estudios literarios, en este caso, de Raymond Belur. En fin, una trayectoria muy amplia que culmina de momento en la revista Trafic, que es su centro ahora de atención, y que me parece que justifica no el tiempo que os hemos hecho esperar, pero sí, en todo caso, va a justificar la presencia de Raymond Belur en esta muestra. Le agradezco vivamente que esté aquí y le paso directamente e inmediatamente la palabra. Gracias. Bien, je te remercie Dominique pour toutes les gentilles choses que tu as dites, puisque je comprends un peu l'espagnol malgré tout. Je suis désolé donc de ce retard, qui a des causes variées, et ça me rappelle qu'au beau temps de l'analyse de films, à la fin des années 60 et au début des années 70, on faisait de très longues conférences sans montrer une seule image. Ça aurait aussi pu être une solution, mais je crois que maintenant les gens ont perdu l'habitude. Bon, et je suis d'autant plus désolé de ce retard qu'il s'agit d'une longue conférence. On avait convenu avec Dominique que je pourrais parler pendant 1h30, et il me faudra tout ce temps pour pouvoir dire les petites choses que j'avais essayé de dire. Donc, s'il y a un cinéma européen, ce que laisserait croire nombre de critiques et de théoriciens américains qui le dénomment sous l'appellation ambiguë de art cinema, cinéma d'art, pour le différencier du cinéma américain qui ainsi n'en participerait pas, il est certain que le cinéma européen tient largement son identité du cinéma français de la fin des années 50 et les années 60, de la même façon que celui-ci l'a tenu du néoréalisme fondateur et de l'œuvre de Rossellini. Cinéma français donc de la nouvelle vague au sens large, comprenant aussi bien ce qu'on a appelé parfois le groupe Rive Gauche, c'est-à-dire Alain Resnais, Chris Marker, Agnès Varda, que la nouvelle vague proprement dite au sens strict, issue des critiques des cahiers du cinéma. Or, la chose intéressante, c'est qu'il est arrivé ces 2 dernières années, dans le mouvement général de migration qui a poussé depuis, disons, 10 ou 15 ans, maintenant un nombre de plus en plus grand de cinéastes, et quasiment tous européens, vers l'installation de musées, il est arrivé que 3 des cinéastes majeurs de la nouvelle vague au sens large ont franchi un pas décisif vers l'installation et l'exposition. Et ça me semblait une chose qui valait la peine d'être soulignée. Donc 2 d'entre eux pour la première fois, Agnès Varda et Jean-Luc Godard, et le 3e, Chris Marker, en réitérant son geste vers l'installation, mais de façon particulièrement exemplaire. Alors, ça m'a semblé valoir la matière d'une présentation essentiellement problématique, peut-être plus que d'une analyse à proprement parler, si on considère la complexité de chacun de ces 3 gestes, la complexité des problèmes qu'ils posent, chacun et ensemble, et ils seront d'autant plus neufs pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y assister, je suppose beaucoup d'entre vous, soit à Paris, soit à New York, et pour une part, l'un d'entre eux est encore à venir, la grande exposition d'Agnès Varda, qui aura lieu à la fin de ce mois à la Fondation Cartier à Paris. Bon. Entre ces mouvements, je retiens
pour au moins marquer l'appartenance à un monde commun, sans remonter jusqu'au petit rôle funambulesque que Godard a joué autrefois dans Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda, je retiens deux signes, des signes de connivence dont l'un au moins a trait au destin du cinéma. Et ils sont tous les deux dans le CD-ROM de Chris Marker, In Memory, qui est déjà vieux d'une dizaine d'années. Le premier montre une photo d'Agnès Varda qui est emmitouflée dans sa fourrure devant l'église d'Ivan le Terrible, sur le chemin qui conduit à une photo étrange de Marker, dont Godard s'est servi pour composer autrefois le générique de son film Alphaville. Le second signe intervient au moment où Marker se laisse aller à rêver sur des très gros plans d'un visage de star de l'époque du muet qu'il a enchanté autrefois quand il était enfant. Et voilà ce que Marker écrit. C'est sans doute pourquoi je sens toujours un peu une agression dans l'emploi du mot cinéma à propos des films qu'on voit à la télévision. Godard l'a bien dit, comme il lui arrive. Le cinéma, c'est ce qui est plus grand que nous, sur quoi il faut lever les yeux. En passant dans un objet plus petit et sur quoi on baisse les yeux, le cinéma perd son essence. On peut s'émouvoir sur la trace qu'il laisse, ce portrait souvenir qu'on regarde comme la photo d'un être aimé qu'on porte sur soi. On peut voir à la télévision l'ombre d'un film, le regret d'un film, la nostalgie, l'écho d'un film, jamais un film. Et il me semble que c'est bien la question d'un destin du cinéma que pose d'emblée, sous chacune de ses formes, la migration du cinéaste vers l'espace de l'installation du musée. Donc je vais procéder très simplement dans l'ordre inverse des noms qui ont été annoncés dans le titre de la conférence, en passant de Godard à Varda à Marker. Bon. Il y a eu 3 états du projet qui s'est achevé dans l'exposition présente actuellement à Paris, qui s'appelle « Voyage en utopie à la recherche d'un théorème perdu », Jean-Luc Godard, 1945, 2005 ou 2006 selon les cartons. Bon. J'en viendrai après à des questions un peu plus théoriques, mais après un premier exposé des faits. Bon. Il y a d'abord eu une exposition d'un genre particulier qui devait s'appeler Collage de France, au pluriel. Le mot Collage de France étant un jeu de mots de Godard par rapport à un projet qu'il avait soumis à la grande institution française savante, le Collège de France, où il avait proposé un cours sur le cinéma, en liaison avec les activités scientifiques du Collège de France, et l'idée de ce cours avait été refusée. Et la réponse de Godard aurait donc été, au pluriel, les collages de France. Le mot collage en français ayant 2 sens. On est collé quand on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on a un insuccès, et le collage étant bien évidemment un analogue du montage au sens pictural et cinématographique du terme. Alors, le premier projet consistait en une série de films, un par mois, que Godard aurait conçu en rapport avec des personnalités scientifiques, culturelles, politiques, qui aurait pris au Centre Pompidou l'allure d'un rendez-vous mensuel. C'est-à-dire que chaque mois, Godard aurait fait une sorte de cueillette d'images, il aurait rassemblé des images, il les aurait organisées, agencées, faisant des entretiens, et ça aurait donné chaque mois un film nouveau, de sorte qu'au Centre Pompidou aurait été projeté pendant 9 mois, d'abord un film, ensuite 2 films, ensuite 3 films, jusqu'à 9 films. Ce projet rentre à mon avis dans le cadre de ce qu'on peut appeler les projets de télévision utopique que Jean-Luc Godard a toujours eu depuis les années 70 et qu'il avait même poussé aux grandes années militantes à avoir un projet de télévision pour l'État du Mozambique en Afrique, qui était d'être à lui seul, Jean-Luc Godard, une télévision et de pouvoir diffuser des images à partir de sa retraite à l'époque de Grenoble et ensuite de Rolle. Ce projet donc n'a pas eu lieu
et il va être transformé, parce qu'il y en a malgré tout certaines choses qui ont été tournées, tout simplement dans un film, un très long film que Godard a fini par réaliser avec Alain Fleischer, le directeur du Centre national des arts contemporains, le Studio national des arts contemporains au Frénois, donc avec des entretiens, avec des personnalités du monde scientifique et politique, et un premier résultat de ce film devrait sortir en salle sous la forme d'un film de 3 heures en 2007. Bon. Il y a eu ensuite un second collage de France. Et voilà comment Dominique Paigny, commissaire de cette exposition, enfin, qui aurait dû être le commissaire de cette exposition, en parle. À partir du principe d'une exposition de cinéma. Jean-Luc Godard proposa dès le début de l'année 2005 des croquis préfigurant l'occupation de l'espace de 1100 mètres carrés de la galerie sud du Centre Pompidou. Au printemps-été 2005, enfin, se précisa pour lui le parti pris de construire une maquette susceptible de faire mieux percevoir l'occupation de l'espace. Au début de l'automne 2005, fut élaborée une maquette représentant, à l'échelle, 9 salles exécutées manuellement par le cinéaste qui exposait une pensée du cinéma selon une méthode relevant du parcours d'une mémoire, d'où la notion d'archéologie. Cette maquette constitua la préfiguration d'une scénographie concrète et un point de vue critique sur le fait même d'exposer le cinéma. Alors, je vais vous montrer, vous avez là donc l'ensemble des, c'est bien sûr de façon schématique, ce qu'était le projet de la maquette, où vous avez donc ces 9 salles avec des titres différents. Vous avez eu le temps de les lire puisque l'image est là depuis un petit moment. Je vais maintenant, lentement mais pas trop quand même, vous passer les images une par une en vous disant que ce projet dont vous pouvez voir qui réunit, disons, une prolifération de matériaux de tout type, des photos, des tableaux, des originaux de peinture, des reproductions de peinture, au sens tout simplement des photos qu'on fait à partir des tableaux jusqu'à des photocopies et même de mauvaises photocopies, pour insister sur le phénomène de la reproduction, qui mélangeait des projections de films, des citations, des éléments en relief, des objets, d'une certaine façon, ressemble absolument à l'idée d'une mise en espace des histoires du cinéma, hein, de ce grand projet, de cette grande réalisation encyclopédique de type lyrique et utilisant toutes les possibilités du montage que vous connaissez et qui s'appelle les histoires du cinéma. Donc on va défiler une par une les 9 salles de façon à ce que vous puissiez en voir le détail. Allez-y. Les photos. Oui. Non, les 9 salles. Ah d'accord, ceci. Voilà ça, une par une. Voilà. Donc vous voyez comment vous avez là aussi bien des images. Les femmes d'Alger, c'est un tableau de Delacroix. La Mecque, Hollywood, la Mecque du cinéma, c'est la reprise d'un titre fameux de Blaise Cendrars, écrivant un livre sur Hollywood à la fin des années 20, des images de Mickey, de Disney, un film de Chaplin, etc. Bon, allez-y. Ensuite, Laurent Schwartz, c'est le nom d'un grand mathématicien français. Bon, je ne détaille pas, hein, parce que ça serait beaucoup trop long à commenter. Simplement, c'est pour vous donner une idée de la prolifération de signes culturels. Allez-y à la prochaine. La part maudite, c'est le livre de Georges Bataille. Toujours des citations plus ou moins elliptiques. Allez-y. Une salle où on pouvait à la fois, il y avait la reproduction des mots collèges de France avec une projection qui était le Don Quichotte d'Orson Welles, le film inachevé d'Orson Welles, des images de la star Sharon Stone, la projection de films de Rossellini, tout ça de structure extrêmement complexe, hein, vous pouvez l'imaginer, mais c'est pour vous donner l'idée de ce qu'était le projet. N'oubliez pas que chacune de ces salles était en elle-même une salle physiquement très large, les 9 salles occupant un espace de 1100 mètres carrés, hein, ce qui est quand même important. Allez-y.
Bon, une salle qui donnait une importance cette fois au phénomène de l'inconscient. Allez-y. Une salle de caractère le plus politique, avec la projection d'un petit film de Godard qui s'appelle « Je vous salue Sarajevo ». Les derniers jours de l'humanité fait directement allusion à la grande pièce écrite au début du siècle par le journaliste, écrivain, satiriste autrichien Karl Kraus. Sarajevo était à nouveau La prisonnière du désert, c'est le film de John Ford, en dessous duquel Godard avait, dans les années 70, publié une image dans les cahiers du cinéma en écrivant au-dessous « impérialisme ou mise en scène ». Tout le débat de savoir s'il fallait continuer en tant que cinéphile à aimer ou non le cinéma américain en tant qu'américain et promoteur de l'impérialisme américain. Ça, c'est la prochaine. Bon, tout ça est un peu elliptique, hein, vous passez à cette allure-là, mais c'est pour vous donner une idée de la matérialité de tout ce qui va passer à la prochaine encore. Ici, quelque chose qui a beaucoup plus un lien avec l'amour. Tuez-moi, tuez-moi. The Big Sleep, c'est le film de Howard Hawks. Bérénice, c'est la pièce de Racine. Et il y avait là, à nouveau, entre le rapport femme-homme, toute une pièce consacrée au rapport entre les sexes. Jusqu'à cette 9e salle, qui était cette fois beaucoup plus directement consacrée à la peinture, avec Goya, Bonnard, Matisse, de Staël, des extraits de Matière et mémoire de Bergson, etc., etc. Voilà, donc c'est pour vous donner une sorte d'idée rapide de ce qu'aurait dû et pu être cette exposition Collage de France. Or, c'est cette exposition qui est devenue impossible pour des raisons qu'il est extrêmement difficile à démêler, hein, et qui ont conduit à l'exposition qui s'appelle aujourd'hui Voyage en Utopie. Les raisons qui en sont données dans un petit texte qui est la façon dont Godard a transformé la décision que le musée a prise. Voilà comment Godard l'interprète et la donne. Le Centre Pompidou a décidé de ne pas réaliser le projet d'exposition intitulé Collage de France, archéologie du cinéma, en raison de difficultés artistiques, techniques et financières qu'il présentait, et de le remplacer par un autre projet intitulé Voyage en Utopie, etc. Bon. Les raisons financières, enfin, les raisons sont extrêmement ambiguës, je ne veux pas m'y appesantir. Clairement, Godard a demandé des choses qui étaient peut-être impossibles sur le plan budgétaire, les transports des œuvres d'art, enfin, des choses qui devenaient trop lourdes pour le musée. En même temps que, visiblement, il a mis beaucoup de bâtons dans les roues et de difficultés au musée pour que le projet puisse avoir lieu. Et à partir d'un moment, il a décidé, en rompant aussi bien avec le commissaire de l'exposition, Dominique Paigny, qu'avec la scénographe qui avait été engagée pour réaliser plastiquement et physiquement l'exposition avec Godard, il a décidé de reprendre l'exposition à lui tout seul. Il a donc conçu une exposition, Voyage en Utopie, qui a redivisé cet immense espace de 1100 mètres carrés en 3 salles, qui s'appellent... je comptais vous montrer une image que je n'ai pas pu vous montrer, qui s'appelle Avant-hier, Hier et Aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait une petite modification. Alors, on va passer à la première des images. Alors, je vais vous montrer très vite une série d'images de qualité moyenne qui ont été prises par les photographes du Centre Pompidou et qui vous montrent ce qu'est devenu l'exposition. Donc, dans ces 3 grandes salles, vous avez un grand désordre de choses. C'est assez difficile à décrire. La première salle qui s'appelle Avant-hier possède en son centre et sur son côté ce qu'on pourrait appeler les ruines de la maquette des 9 pièces
que je vous ai montrés avant, tels que Godard les avait réalisés en maquette physique devant être ensuite construite dans l'espace. Bon. C'est, disons, les petites choses ici que vous voyez en blanc qui sont éclairées. Et tout le reste de l'exposition consiste, selon les salles, comme vous allez le voir, en accumulation d'objets, en moniteurs accrochés au mur passant, ou des films de Godard, ou des extraits des films de Godard et d'Anne-Marie Néville, ou des films choisis, sélectionnés et aimés par Godard pour diverses raisons, ou des petits films qu'il devait réaliser pour le Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition. Le tout dans un très grand désordre. Je vous lis juste pour image un compte-rendu qui vous donne l'idée de la façon dont a été comprise et reçue l'exposition, en bonne partie à Paris. Elle est signée d'Antoine Debec, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et ils ont consacré 30 lignes avec une toute petite photo dans Libération à ce qui normalement, si l'exposition avait été ce qu'elle aurait dû être, on aurait pu imaginer Godard en couverture de Libération et au moins 3 pages consacrées à l'exposition. Donc voilà ce qu'Antoine Debec écrit. Tout est dit, en guise d'expo et d'utopie, c'est un vaste chantier, celui de l'exposition qui n'a pas pu avoir lieu, chantier dont les traces sont de fait les seules traces visibles. Parpaings, grilles de protection, échafaudage, planches en vrac, palettes en bois. Mais tout est laissé en plan. L'échafaudage par terre et les installations pas finies, les fils des télés et de l'écran traînent partout, les lits défaits, les étiquettes des plantes vertes encore visibles, avec le prix. Cette mise en abîme d'une expo abandonnée dans une expo inachevée, et qui le restera, sert 2 objectifs. D'une part, présenter de beaux fragments de films, toujours les mêmes, les habitués des histoires du cinéma les reconnaîtront, et des grandes maquettes du projet inabouti. D'autre part, placer Godard sur le piédestal du martyr, pseudo-victime de la bureaucratie avare du Centre Pompidou, c'est une posture, celle du sale gosse trop gâté, qui fait payer Beaubourg après avoir été payé. Mais une posture évidemment stimulante, le moderne est né de cette provocation négative, transformant l'art en néant, mort, imposture, ruine. Godard est donc une catastrophe, et il en est fier. Alors, je vais vous montrer une par une, très rapidement, les photos de l'exposition, que je vous commente très très vite, allez-y. Donc, ici, vous voyez encore la maquette, avec le titre au fond avant-hier, avoir été. Vous voyez la façon dont les fils pendent. Les fils pendent et sont reliés à des tout petits moniteurs que vous voyez à travers les gens derrière et qui sont, par ironie, les films qu'il avait réalisés pour le Centre Pompidou et qui sont passés sur des moniteurs qui ont à peu près chacun cette taille-là. Allez-y. Oui. Ça va pas? Elle vient pas? Oui, ça... Là, vous avez le texte accroché au mur que je vous ai lu. Vous pouvez passer à la prochaine. Là, vous avez encore un fragment de la maquette. Vous avez aussi un morceau d'échafaudage qui vous montre à l'intérieur une petite statue à l'imitation de Modigliani. Vous voyez, en tout cas, la maquette vous donne une idée de la façon dont ça devait être construit, puisque la maquette correspond à ce qui aurait été une des pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Ça, c'est toujours dans la première salle. Vous voyez un petit peu mieux la proportion de la maquette par rapport au spectateur. Allez-y à la prochaine. Voilà, ça c'est une sorte de grand enclos avec des fils de fer, derrière laquelle vous avez des tas de signes, des tas tu voyez, des choses accrochées au mur, des peintures, un grand désordre d'objets de tous sens signifiants qui sont très souvent repris de la documentation qui a servi aux histoires du cinéma. Allez-y, à la
prochaine. Encore les maquettes. Ça vous donne un peu une image du désordre, voulu par Godard pour l'exposition. C'est un lit d'effets abandonné dans un coin, avec des gravats dessous. Là, un motif beaucoup plus important, qui est un train, une sorte de petit train électrique, avec un trou dans le mur et qui fait le lien entre les deux pièces, entre la pièce avant-hier et la pièce aujourd'hui, la pièce hier, et qui, comme ça, transporte des marchandises ironiquement d'une salle à l'autre à l'infini, et qui renvoie aussi bien à l'image du train, du dispositif du train dans son rapport au cinéma, qu'à l'utilisation du train dans le système concentrationnaire. Ça, c'est le moniteur sur lequel passe un des films faits pour Godard, par Godard pour l'exposition, qu'on voit donc dans un coin, assis par terre, dans les conditions les plus inconfortables possibles. Ça, c'est le train dans la pièce 2, cette fois où nous sommes, et vous voyez où il débouche à nouveau, avec des moniteurs encore accrochés au mur partout, allez-y. Ça, c'est la deuxième salle qui est entièrement couverte, dont tous les murs, tout le tour, sont couverts de moniteurs sur lesquels passent des grands films choisis par Godard, du Nabis de Fritz Lang, aux Hommes le Dimanche de Siodmak et Ulmer, au Messie de Rossellini, à Johnny Guitar de Nicolas Frey, etc., avec des plantes vertes au milieu, un énorme massif de plantes vertes à l'intérieur duquel il y a encore 2-3 moniteurs. Et la troisième salle dans laquelle on va pénétrer, et qui est la salle aujourd'hui, Être, est une salle littéralement abandonnée, dans laquelle vous avez que des signes ironiques dispersés ici et là, des meubles perdus, des frigidaires, une projection d'un mauvais film américain produit par Roger Corman à la tête d'un lit, des films porno sur des moniteurs mis à plat, ou la télévision en direct avec les chaînes sportives, disons le monde contemporain. Allez-y encore, allez-y le plus vite que vous pouvez, maintenant toutes les images une par une de la fin. C'est un espace très vide, très perdu, dans lequel il n'y a presque rien, quelques meubles, je vous dis, et des signes erratiques dispersés. Bon, alors, continuez à les passer, puis je parle en même temps. La question qui vient quand même à l'esprit, c'est que s'est-il passé au plan factuel, aussi bien que psychologique? Je dirais qu'on ne le saura que plus tard, le jour où ça aura été rendu public l'ensemble, si ça allait un jour, l'ensemble de la correspondance entre Dominique Paigny et Jean-Luc Godard pendant 1 à 2 ans de travail, et des choses qui peuvent venir également d'autres sources, comme tenir à l'interprétation et la position du caractère de Godard, si on peut dire, en tant que provocateur, transgresseur et voleur d'institutions. Quoi qu'il en soit, ce à quoi on a assisté, c'est un déchirement, une provocation. Les réactions de presse s'en sont faites l'écho. Certains critiques, amis, ont pu être extrêmement favorables à l'exposition, comme André Labarthe, par exemple, un vieux compagnon de Godard, ou d'autres complètement désespérés, comme mon ami Patrice Rollet, avec qui je fais trafic, qui trouve que cette exposition est une catastrophe. Moi, personnellement, à partir de mon scepticisme même sur l'idée d'exposition de cinéma, j'ai été surtout pris d'une volonté de comprendre. Godard aurait dit à Dominique Paigny, nous sommes 2 critiques de cinéma qui ne nous sommes pas entendus. Il faut donc essayer de situer cette mésentente structurelle et l'enjeu d'une telle exposition par rapport au destin du cinéma dont Godard s'est voulu, de la façon la plus extrême qui soit et plus que quiconque, l'incarnation. J'ai donc une sorte de proposition, d'interprétation un peu compliquée. Je vais essayer d'aller vite, non pas pour rattraper le temps perdu, mais pour ne pas en perdre trop. Essayer de comprendre
ce qui s'est passé dans le jeu entre deux films, qui sont les deux premiers films que Godard a réalisés après, quand il sort de sa très longue période d'utopie militante et la période qu'on pourrait appeler télé-vidéo sociopolitique, qui a culminé avec les deux grandes séries télévisées 6x2 et France Tour des Tours, deux enfants. Ces deux films, qui sont deux chefs-d'œuvre, sont Sauf qui peut la vie et Passion. Le premier, Sauf qui peut la vie, est un film qu'on pourrait dire profondément réaliste, un film très dur sur la prostitution, le féminisme. C'est peut-être le seul film de Godard qui montre à ce point-là la positivité d'une femme au cinéma. C'est un film sur le cinéma et la vidéo, leur conflit, Abel et Caïn, cinéma et vidéo. C'est un film à la suite de France Tour des Tours sur la décomposition de l'image, le travail sur le photogramme, sur l'intervalle, une recréation plastique de l'image par des épaisseurs décomposées qui la font arriver jusqu'à la peinture, mais en partant de sa matérialité photographique. Je dirais, pour prendre une opposition qu'on peut faire, que c'est un film d'une certaine façon profondément réaliste et profondément laïque, si on veut, d'une certaine façon. Avec ce metteur en scène perdu au milieu qui s'appelle Paul Godard et qui erre entre les signes d'une réalité dans laquelle littéralement il disparaît. Passion reprend pour une part les mêmes éléments à travers le personnage de la jeune ouvrière Isabelle Huppert, mais le metteur en scène, cette fois, Jerzy, est tout autre que Paul Godard. C'est quelqu'un qui se confronte avec la possibilité ou non de faire un film, et c'est entièrement l'histoire d'un film pensé à travers la peinture, c'est-à-dire à travers le destin de l'image. Alors, la peinture, on peut dire, a toujours été présente chez Godard, depuis le début. Si vous prenez la bande-annonce de À bout de souffle, vous avez Picasso comme personnage principal. Si vous prenez Pierrot le Fou, vous vous rappelez la lecture de Lifford et l'extraordinaire article qu'Aragon avait publié à la sortie du film qui comparait Godard à Matisse. Et on pourrait égrener comme ça tous les signes de la peinture au long de l'œuvre antérieure de Godard, dont le signe le plus amusant et le plus symptomatique, c'est dans Bande à part, la visite du Louvre accélérée en 1 minute. Mais vous voyez qu'en même temps, chaque fois, il s'agit de signes de connivence, de jeu, d'ironie. Dans Passion, c'est autre chose. C'est la peinture comme enjeu même de la possibilité de l'image à travers la création par la lumière. C'est une compétition ouverte avec la peinture par le cinéma. Rappelez-vous les termes de la ronde de nuit de Rembrandt, recomposée comme une ronde de jour par le cinéma. C'est l'impossibilité pour le cinéma de rejoindre l'aura de ces images de peinture dans leur absolu silence plastique, puisque autour de ces images et de leur remise en scène, les mots sans fin s'agitent. Vous vous rappelez que Passion consiste, pour une bonne part, en l'utopique reconstruction par les moyens du cinéma d'un certain nombre de chefs-d'œuvre historiques de la peinture classique et romantique. Et c'est le moment où Godard va poser l'équation qui va s'installer dans les histoires du cinéma de l'image comme rédemption et comme résurrection. Image de cinéma trouvant tout au long sa référence et son absolu dans la peinture, et donc le moment où Godard, critique de cinéma, se sublime en Godard, historien d'art. Vous avez vu, même si c'est très mal, les maquettes réduites à un statut d'objet extraordinairement inférieur dans l'exposition jetée du Centre Pompidou. Ces maquettes, essayez de les imaginer comme les 9 pièces qui devaient être reconstruites à partir d'elles, 9 pièces nobles, complexes, riches, comme des pièces entières dans lesquelles vous auriez pu, comme spectateur, visiteur, déambuler,
Et l'image qui vient à l'esprit, c'est une sorte d'équivalent de l'entrée des croisés dans Jérusalem, dans le décor de Passion, qui interprète un tableau de Delacroix portant ce titre. J'aurais aimé vous montrer l'extrait de Passion, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps. J'espère que vous l'avez présent. C'est ce moment absolument extraordinaire où, à cheval, à pied, etc., les acteurs du film, les croisés, en même temps que les personnages assistants, etc., qui entourent la production du film, se poursuivent et errent entre les maquettes de Constantinople reconstituées comme décor pour la possibilité du film dans sa compétition avec le tableau. Et je dirais que, d'une certaine façon, l'exposition que Godard a voulu faire à un moment donné, le premier collage de France, aurait été l'incarnation, d'une certaine façon, de ce rêve de peinture qui traverse entièrement les histoires du cinéma. 2-3 citations comme ça pour vous le rappeler. Le seul art qui ait été véritablement populaire, c'est-à-dire le cinéma, retrouve la peinture, c'est-à-dire l'art. Avec Édouard Manet commence la peinture moderne, c'est-à-dire le cinématographe. La perspective fut le péché originel de la peinture occidentale. Niepce et Lumière en furent les rédempteurs. L'image est avant tout de l'ordre de la rédemption. Attention, celle du réel, nous fûmes donc éblouis davantage que le Gréco en Italie et que Goya aussi en Italie et que Picasso devant Goya. Et vous voyez comment la peinture littéralement informe entièrement les histoires du cinéma. Et c'est là que la question du musée se pose, comme lieu naturel de la peinture et lieu problématique du cinéma. Car il y a 2 musées au cinéma, ou même 3. Il y a la Cinémathèque comme musée des films, lieu pour les montrer, cinéma de musée, mais dans des conditions de projection du cinéma, selon son dispositif propre. Il y a ensuite le musée du cinéma, qui recueille les objets du cinéma, les entours du cinéma, tel que Henri Langlois l'a conçu comme accompagnement de la mémoire des films. Et puis, il y a le musée qui est désireux d'exposer le cinéma, ce qu'on pourrait appeler le musée selon Dominique Paini, puisqu'il est à la fois celui qui est à l'origine de cette exposition Godard et celui qui a réfléchi de la façon la plus déterminante à cette exposition dans son livre « Le temps exposé, le cinéma de la salle au musée », et qu'il a lui-même proposé des exemples avec, par exemple, son exposition Hitchcock et l'art. Il est trop long de résumer l'argumentation de sa thèse, mais elle tient pour l'essentiel au fait que l'art cinématographique a connu une évolution esthétique qui a favorisé les conditions de son importation muséale. D'où cette fusion de plus en plus naturelle avec le milieu de l'art, dont les installations de cinéastes sont une des preuves flagrantes, et dans laquelle il voit la chance pour le cinéma d'un devenir de la pensée, dont l'exposition devient le lieu visible et le musée l'espace naturel de monstration et de conservation. Il termine ainsi: les cinéastes voudraient-ils aujourd'hui trouver un site nouveau pour que les idées qu'il fait naître demeurent comme elles peuvent demeurer au musée. Bon. Je vous renvoie, pour ceux d'entre vous qui ont la curiosité d'interroger cette position plus loin, au texte que Dominique Paini a publié dans le gros livre Godard Documents, qui a été publié à Paris en même temps que l'exposition, ainsi que, et qui a été publié une première fois dans le Cahier du cinéma, dans leur numéro Le cinéma au musée, il y a 2 mois. Bon. Il me semble que c'est précisément cette logique de l'exposition, conçue comme l'équivalent d'un film idéalement pensé, qui a pu paraître à Godard quasiment insupportable. Sans parler de 1000 et une autres raisons, et d'autre part, en dépit de son désir de se trouver ainsi doté d'une aura supérieure par la référence de la peinture qui accompagne naturellement la réalité du musée. Parce que, si vous voulez, d'un côté, vous avez donc l'idée que le musée pouvait apporter à Godard la caution de l'œuvre d'art, l'aura de la peinture,
Mais d'autre part, ce qui se perd dans le musée, c'est à jamais la dissolution de l'expérience propre de la projection cinématographique qui se trouve fatalement à l'œuvre dans toute exposition à l'intérieur du musée. Et ce qui se perd dans la projection, c'est pas simplement le temps qui est invoqué de façon trop générale par Pailly comme détermination propre de l'exposition de cinéma, c'est l'expérience singulière et irréductible du temps comme mémoire dans le temps même du développement de la projection et de son défilement. C'est, si vous voulez, un théâtre de la mémoire vécu en temps réel. Je vous renvoie là, faute de pouvoir vous les donner toutes, à toutes les citations par lesquelles Godard, dans les histoires du cinéma, insiste inlassablement sur la spécificité du cinéma en tant que projection. Je vous en donne juste une ou deux. Le cinéma projeté et les hommes ont vu que le monde était là. Pour moi, la grande histoire, c'est l'histoire du cinéma. Elle est plus grande que les autres parce qu'elle se projette. Et donc, mon sentiment, si vous voulez, sans pouvoir développer trop, c'est que Godard n'a pas supporté, si vous voulez, la tension entre, d'un côté, un désir de musée pour accomplir une équivalence entre le cinéma et la peinture, que le musée est capable de donner au cinéma cette aura d'art que seule la peinture possède au point où elle le possède, et en même temps le musée est ce qui détruit la réalité de l'espace de la projection. Ce que Serge Danet disait magnifiquement quand il parlait du temps de maturation d'un film dans le corps et le système nerveux d'un spectateur dans le noir. Et il me semble que c'est cette ambivalence qui a conduit Godard à détruire l'exposition au Collage de France pour lui substituer ses voyages en utopie où passe plus, à mon sens, l'écho d'un théorème perdu, c'est le mot de Godard, que sa recherche. Et il me semble que c'est cette tension, si vous voulez, qui peut expliquer la nature très très particulière de cette exposition. D'un côté, le désir même de l'exposition, d'un côté et d'autre part, le désir de détruire l'exposition dans la mesure où l'accomplissement de l'exposition signifie elle-même la destruction du cinéma en tant que projection. Donc j'ai le sentiment que là, Godard, si vous voulez, touche à un point que l'exposition, et c'est en ça qu'elle me paraît absolument passionnante, même si personnellement je la trouve assez triste et affligeante à parcourir en tant que spectateur, mais ce à quoi elle permet d'assister, c'est malgré tout à la résistance du cinéaste à ce que le rêve de cinéma absolu qu'il continue à porter en lui et dont la peinture paradoxalement porte toute la puissance métaphorique et muséale se trouve d'autre part détruit dans l'espace de l'exposition. Une des choses qui en témoigne, à mon avis, alors au plan physique le mieux, c'est quand vous voyez dans la salle 2, vous avez tous les beaux films des histoires du cinéma comme l'Élysée de Beck, qui sont recueillis sur de très beaux écrans à plasma qui les projettent ou sur les murs ou au sol. Je vous ai dit Les Hommes le Dimanche, le Don Quichotte de Wells, Sayat Nova de Parajanov, les plus beaux films de langue, etc. Et au sol, partout, vous avez des écrans plasma désossés, abîmés, qui font le tour de la moitié de la pièce, comme des télévisions jetées à la ferraille, et qui témoignent, si vous voulez, en même temps de l'impossibilité de montrer des images de cinéma dans des conditions de projection partielle, d'inattention, qui contrastent absolument avec la situation du spectateur de cinéma. Et je pense que vous voyez que c'est cette tension, enfin c'est en tout cas mon sentiment, mon opinion,
que c'est cette tension qu'on pourrait bien sûr développer de façon beaucoup plus riche en la travaillant à l'intérieur même de Godard, à l'intérieur même des histoires du cinéma, à l'intérieur même de son rapport à la peinture et à la définition du cinéma comme projection, qui explique ou qui en tout cas éclaire le sort de cette exposition où pour la première fois Godard passait explicitement de la salle au musée. J'en viens maintenant à Agnès Varda. Essayez de me trouver dans mon petit machin, vous revenez à mon truc, et vous trouvez Varda. Alors, non, à l'intérieur de PowerPoint, vous faites, voilà, attendez, avant, allez là-dedans, oui, celui-là. J'ai l'autre. Oui, ouvrez le PowerPoint. Attendez, il est en train de s'ouvrir. Oui, il est en train de s'ouvrir. D'accord. Bon. Alors, tout commence à la Biennale de Venise en 2003, quand, à l'invitation de Hans Ulrich Obrist, Agnès Varda conçoit sa première installation, Patate Utopia, en ayant le culot de planter à l'entrée du pavillon une effigie de patate géante à son image, et à travers laquelle sa voix énumère la nomenclature de tous les types de patates existants. Un deuxième stade est franchi quand Agnès Varda expose, au début de l'année 2005, allez à Varda, attends. Non, c'est plus loin. Non, descendez. Voilà, vous allez me montrer ça. Donc, Agnès Varda expose au début de l'année 2005 à la galerie Martine Boukaya à Paris un ensemble de 3 installations accompagnées de sa patate en effigie et de photos de 2 d'entre elles. Bon. Alors, ça rappelle que Varda était photographe, qu'elle est d'autre part liée de façon très profonde au départ à l'histoire de l'art, puisqu'elle a fait des études d'histoire de l'art, et il suffit pour s'en convaincre de parcourir son livre Varda par Agnès, où vous avez comme signe une image liminaire, autoportrait à Venise, qui montre Agnès Varda, son corps menu mais massif, qui se détache parmi quelques hommes de Gentile Bellini, le peintre. Bon. Alors, l'installation, l'ensemble de l'exposition chez Martine Boukaya se composait donc de 3 installations, la reprise de Patate Utopia, l'installation de Venise, et de 2 autres installations, d'un côté le triptyque de Noirmoutier, de l'autre les veuves de Noirmoutier. 2 installations parfaitement homogènes, autonomes, dans leur rapport de filiation avec la peinture. D'un côté, vous allez le voir après, la figure du rétable, avec les veuves de Noirmoutier, de notre côté, avec le triptyque de Noirmoutier. Ces 2 installations sont en même temps parfaitement en continuité avec les dimensions d'enquête documentaire, de regard anthropologique et d'approche subjective qui ont fait le caractère unique de son cinéma depuis la Pointe Courte. Et elles ouvrent par là, ces 2 installations, le triptyque de Noirmoutier, je vais vous dire ce qu'est Noirmoutier tout de suite, une enquête générale sur l'île de Noirmoutier, qui est une île au sud de la Bretagne, qui est devenue le motif unique et varié de la grande exposition que Agnès Varda prépare et qui ouvrira dans quelques jours, le 17 juin à Paris, à la Fondation Cartier, sous le titre « L'île et elle ». Cette exposition ne comprend pas Patate Utopia, que Agnès Varda pense trop directement dans la lignée de ses films antérieurs, en particulier Les Glaneurs et La Glaneuse. Il s'agit de 8 installations, en comptant les 2 premières, exposées précédemment, 8 installations qui, disons, exemplifient entièrement ce qu'il en est, pour elle, de l'île de Noirmoutier. Donc vous voyez, il s'agit d'une installation, d'une exposition de type géographique, si on peut dire, consacrée à un lieu, dont l'ensemble de l'exposition va essayer
de façon documentaire et artistique à la fois, d'être un équivalent. Bon. Pourquoi l'île de Noirmoutier? Tout simplement, si vous allez à Noirmoutier dans l'abécédaire du livre d'Agnès Varda, parce que Jacques Denis, qui fut son mari, allait très jeune à Noirmoutier camper, etc. Et que l'année même de leur mariage, ils ont acheté un moulin à Noirmoutier où ils ont passé tout leur temps de vacances et où ils ont beaucoup vécu ensemble et qui est donc très directement lié à sa propre vie, d'où le titre de cette exposition, L'île et elle, qui souligne la triple dimension de poèmes joueurs, de regards documentaires et d'autoportraits. Alors, le triptyque de Noirmoutier que vous avez sous les yeux consiste donc en une image centrale qui est une cuisine, à l'intérieur de laquelle vous avez 3 personnes qui pèlent des patates, qui préparent le repas, avec 2 écrans latéraux qui communiquent directement avec le premier. Sur l'écran de droite, très souvent, ce n'est pas le cas dans cette image-là. Est-ce que ce serait dans la prochaine? Peut-être s'il est la prochaine. Est-ce qu'il y a encore le triptyque? Ça, c'est la prochaine. Oui, allez à la prochaine. Attendez, ça marche pas maintenant. Voilà. Vous avez une grande armoire à vaisselle où une dame range de la vaisselle, et la force du triptyque, c'est de faire que chaque fois qu'un personnage sort de la pièce, il rentre directement dans l'écran qui jouxte l'écran central. De la même façon, sur la gauche, vous avez la plage et l'homme, par exemple, qui, à un moment donné, sort de la pièce, sort directement par une porte dans l'écran qui jouxte et qui nous montre la plage. On peut d'autre part rabattre les 2 volets du triptyque sur l'écran central et fermer ainsi l'écran qui s'ouvre littéralement comme un triptyque dans la peinture traditionnelle, dans un triptyque d'église. Et en même temps, vous avez donc une mimétique de la peinture, littéralement, et qui cette fois exemplifie un moment de la vie dans son espace le plus réaliste et le plus documentaire. La seconde œuvre s'appelle Les Veuves de Noirmoutier. Alors j'aurais aimé vous montrer malgré tout un instant en DVD. Est-ce que c'est possible d'effectuer le transfert Elle l'a mis sur Play, c'est tout. Bon, je le baisse pour pouvoir parler en même temps. Je m'excuse, vous avez une belle musique. Mais tant pis. Baissez le son au maximum. Voilà. Donc, ce que vous avez eu, c'est un dispositif qui vous montre 12 femmes qui sont toutes des veuves, qui entoure un écran central, qui est une mise en scène de d'une visite commune de ces veuves sur la plage de Noirmoutier. Les 12 femmes ont été filmées, interviewées par Agnès Varda séparément, et chacune raconte en 2, 3, 4 minutes sa condition de veuve, son histoire personnelle, et dans la salle, vous avez d'autre part 12 chaises correspondant chacune à un des écrans, avec des écouteurs qui permet à chaque visiteur de se mettre directement en rapport avec telle ou telle des histoires à son gré, en circulant progressivement. Il vous faut à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour faire l'ensemble de tous les témoignages, pour recueillir, disons, la matière documentaire qu'elle correspond. Et la singularité, si vous voulez, de cette expérience de vision, c'est que vous avez à la fois la communication d'une expérience singulière, que vous avez d'autre part la communauté des femmes que vous avez sous vos yeux en même temps, chacune évoquant la singularité de sa vie, de son veuvage, des photographies de son mari mort, la place qu'elle occupe dans le lit, etc., etc. Enfin, toutes les choses qui font la vie matérielle, la vie la plus personnelle et la plus singulière et la plus matérielle, et que, d'autre part, vous êtes vous-même spectateur parmi d'autres spectateurs, d'autres auditeurs, avec qui vous formez une communauté
qui renvoie analogiquement à cette communauté des veuves que vous avez dans le dispositif. C'est un dispositif qui, d'une certaine façon, n'est pas sans analogie avec le dispositif du cinéma, puisque vous avez à nouveau votre place parmi une communauté de spectateurs et une sorte d'écran très particulier, fragmenté selon la totalité de la série de différents écrans, mais qui est transformé en une expérience plastique absolument originale, qui est une pensée de la situation de galerie et de musée, qui ne doit plus rien, en mon sens, à la situation de cinéma, même si elle lui est analogiquement proche. Et il me semble que c'est la profonde originalité de l'exposition d'Agnès Varda de concevoir l'ensemble de son exposition comme ce qu'on pourrait appeler une analogie de l'île. Oui, le document est presque menteur quand il fait des gros plans sur chacune des femmes, parce que la façon dont vous le voyez, c'est là. C'est pas chacune en gros plan. Je dois vous préciser que, d'autre part, la seule image que vous voyez qui est immobile et muette juste en bas à gauche, la deuxième à droite en partant de la gauche, c'est Agnès Varda elle-même, silencieuse, c'est la seule des femmes qui ne parle pas, qui elle est en deuil aussi de son mari Jacques Demy, mais qui s'inscrit elle-même dans la communauté des veuves, donnant à participant à l'ensemble et donnant ainsi à l'œuvre sa dimension d'autoportrait en même temps que de réalité documentaire. Ah oui, je vois qu'il y a un peu du triptyque qui continue. Je le laisse continuer. Ça vous donnera quelques éléments en même temps que moi je continue de mon côté. Alors ce que je trouve très important dans l'exposition, l'île et elle, je vous rappelle donc 8 installations qui vont occuper les 2 étages, le premier et le sous-sol de cette très grande galerie particulière qu'est la Fondation Cartier à Paris. Cette exposition va donc être composée de ces 2 installations que vous avez vues et de 6 autres que je n'ai pas encore vues, mais sur lesquelles j'ai beaucoup d'informations que m'a communiqué Agnès Varda. Vous allez donc avoir en haut 3 installations, dont 2 cabanes. L'une s'appelle la cabane au portrait et l'autre la cabane de l'échec. Je vous en dis juste un mot pour vous dire de quoi il s'agit. La cabane au portrait, Varda a réuni 2 fois 60 personnes vivant sur l'île de Noirmoutier, 60 hommes, 60 femmes. Elle les a photographiés chacune sur un fond particulier, le fond des hommes et le fond des femmes, et a organisé l'ensemble de sa cabane comme une cabane qui devient une sorte de signalétique, disons, de la population de l'île de Noirmoutier. La deuxième, la cabane de l'échec, est consacrée à un de ses films, Les Créatures, qu'elle considère comme un échec, parce que c'est un film qui a très mal marché, qui n'a pas été fait absolument comme elle voulait qu'il le soit. Et c'est le seul de ses films antérieurement qui avait un rapport avec l'île de Noirmoutier. Elle s'est donc saisie de ce film, du matériel qui lui restait du film, pour faire une cabane entièrement tapissée de rouleaux de photogrammes, de pellicules du film, qui vont entièrement former la surface de la cabane. Et je trouve que c'est un geste, si vous voulez, ça c'est un geste plastique, un geste d'exposition artistique, un geste qui trouve sa validité dans l'espace par rapport à la réalité de ce que serait la projection d'un film. D'une certaine façon, c'est la même chose que faisait le grand cinéaste expérimental Paul Scharitz, quand d'une part il projetait ses films, qu'ensuite il en mettait certains en jeu sous forme d'installation, et que d'autre part il avait des tableaux, ce qu'il appelait des tableaux de peinture, composés à partir de film strips, de rubans de photogrammes repeints pour l'occasion. Vous voyez, passage de la peinture au cinéma, à la situation de projection, à travers la situation de l'installation. Et
littéralement, je n'ai pas encore vu l'exposition, je n'ai simplement vu la préfiguration, mais ce que les deux installations antérieures nous disent, c'est qu'on a chez Agnès Varda, à mon sens, un réel sentiment d'une capacité, je dirais, d'analogie entre le cinéma et la situation d'exposition. Plus de regret du cinéma, pas d'équivalence du cinéma, mais quelque chose d'autre qui est pensé à partir d'un même matériel. Je vous donne un petit exemple. Dans les 8 installations, il y a une installation qui s'appelle le tombeau de Dzougou. Dzougou, ça n'est autre que le chat chéri d'Agnès Varda, qui est mort il y a un certain nombre d'années, et auquel Agnès Varda a fait un petit tombeau dans l'île de Noirmoutier, près de sa maison, et elle a fait une installation, donc, spécialement à la Fondation Cartier, qui reconstitue physiquement ce petit tombeau. Et le petit film de 4 minutes qu'elle a conçu à partir du tombeau nous emmène progressivement, à travers toute une série de métamorphoses, de cette première image du petit tumulus de terre sous lequel le chat est enterré, à des plans qui progressivement montent dans l'espace jusqu'à ce qu'on termine sur une vue par avion de l'île de Noirmoutier. L'île de Noirmoutier est une île qui a une topographie extrêmement particulière, qui est très compliquée, qui est comme une sorte d'animal curieux. Et on voit d'un coup toute l'île à partir, disons, de cette détermination qui était au départ le tombeau du chat. C'est juste un petit exemple, mais pour vous montrer comment vous avez, dans la façon dont elle a conçu les installations une à une, chaque fois une pensée analogique. Autre exemple, vous avez pour aller à Noirmoutier, qui est une île à laquelle on n'accède qu'à marée basse. À marée haute, la mer vous empêche d'accéder dans l'île. Vous avez donc un passage qui s'appelle le passage du Goua, qui est entièrement entouré de palissades et avec des possibilités pour des gens qui auraient été surpris par la mer de monter, quitte à abandonner leur voiture ou leur cheval ou tout ce qu'on veut, pour se réfugier en l'air en attendant que la marée redescende. Et c'est comme ça que vous avez ce passage qui conduit à l'île de Noirmoutier. Dans son exposition, Varda a reconstitué le passage par des moyens bien sûr analogiques, avec d'immenses feuilles en plastique qui miment la réalité du passage, qui vous conduit jusque dans l'île, et elle a tout au long de ces palissades qui reconstituent le passage échelonné des photos qui montrent les différents accidents auxquels la vie du passage a pu donner lieu depuis qu'il existe dans l'île de Noirmoutier. Donc vous voyez, l'exposition se donne littéralement comme une analogie de l'île. Il s'agit donc d'une géographie construite, d'une analogie qui est ménagée par mon processus d'architecture, d'image, de son, et je dirais qu'il s'agit d'une relation parfaitement assumée et transformée avec l'œuvre cinéma, qu'il s'agit à la fois de l'autre et du même, en contraste avec ce qu'est chez Godard la torture et la déception de l'un par l'autre, avec une difficulté d'autre part chez Godard à vraiment construire un espace et dans un conflit sans issue, en un sens, entre la transcendance de l'image projetée et celle de son aura supposée dans la situation du musée et détruite comme on l'a vu. Et c'est de toute autre façon le même contraste qu'on peut retrouver entre l'exposition de Godard et la dernière installation de Chris Marker, à laquelle je vais donc consacrer la fin de mon intervention. L'exposition de Godard comme l'installation de Chris Marker ont en commun d'être directement pensées à partir de la tragédie qu'aura été Entre tous le XXe siècle, mais avec ce contraste fondamental que chez l'un, Godard, le destin du cinéma est supposé posséder la charge du siècle et de son histoire,
au point que l'histoire du cinéma et celle du siècle ne soient plus dissociables et soient comme incarnées dans l'œuvre et le corps du cinéaste qui s'acharne à les penser ensemble. C'est la position, si vous voulez, de Jean-Luc Godard en Christ du cinéma, alors que chez l'autre, chez Marquer, l'expérience et la recherche de l'art se doivent de témoigner du siècle, quitte à devoir à cette fin penser de nouvelles formes d'art, mais sans prédestination de l'artiste ni incorporation religieuse de l'image. Et disons, c'est cette opposition que je développerai pour finir, mais en vous ayant d'autre part évoqué l'installation, à mon avis, absolument extraordinaire de Chris Marker. Comme je vous l'avais souligné au tout départ, ça n'est pas du tout la première installation de Chris Marker. Chris Marker est quelqu'un qui a conçu sa première installation il y a déjà 20 ans, même plus pour le Centre Pompidou, dans une exposition Paris-Moscou, qui était un mur de moniteurs. Il a conçu ensuite une installation plus compliquée dans l'exposition dont vous parlez, Dominique Font, tout à l'heure, Passage de l'image, où j'ai beaucoup poussé Chris Marker à exposer pour nous. Il a conçu une installation qui s'appelle Zapping Zone, qui a été le départ de son CD-ROM In Memory. Installation qui était dans sa présentation, telle qu'on l'avait montré dans Passage de l'image, je dirais une réussite du point de vue du geste effectué par Marker par rapport à tout son matériel d'image, mais pas vraiment une réussite au niveau de sa capacité de mise en espace et de création plastique. C'était un grand désordre de moniteurs et d'ordinateurs, mais qui ne parvenait pas à une pensée plastique, dans la mesure où je pense que la plupart des cinéastes sont souvent peu capables de penser les choses dans l'espace. Certains y arrivent, certains non. On a vu qu'avec Varda, c'est quelque chose dont elle est parfaitement et consciente et capable. D'autres le sont moins. D'autres trouvent des solutions plus simples pour y arriver. Et c'est ce à quoi Marker s'est résolu depuis, puisque toutes ces installations, il a refait une nouvelle version de Zapping Zone en série d'écran, en mur d'écran, très subtilement mêlée, et que toutes les installations qu'il a conçues depuis jusqu'à cette dernière dont je vais vous parler sont tout simplement toujours des moniteurs, soit à la verticale, soit à l'horizontale, reconstituant une situation analogue de ce qu'est d'une certaine façon la situation du spectateur de film, même si bien évidemment c'est différent dans une situation de musée. Cette installation a été montrée pour l'instant seulement 2 fois, au Musée d'Art moderne de New York et à la galerie Prefix à Toronto en 2005 et 2006. Je vous lis les quelques lignes de présentation que Marker a écrites pour cette occasion. Des hiboux à midi, des oiseaux de nuit en plein jour, des choses, des objets qui n'appartiennent à personne et cependant sont là. Prospectus, cartes postales, estampes, graffitis, photographies oubliées, photogrammes dérobés au flot continuel et insensible de la télévision, appelons cela le syndrome du champ. Une fois que j'ai aperçu un 15e de seconde qui a échappé à tout le monde, ce 15e de seconde m'appartient. Ramené à la lumière des événements et des gens qui restent habituellement cachés, c'est plus ou moins le projet que nourrissait Benjamin avec le Passagenwerk. S'appliquer aux détails, aux petites choses méprisées par les historiens et les sociologues. C'est à partir de cette matière première, la petite monnaie de l'histoire, que je tente d'extraire un voyage subjectif à travers le XXe siècle. Chacun s'accorde sur le fait que le moment fondateur du siècle dernier, sa source, a été la Première Guerre mondiale, et que ce fut aussi le contexte à partir duquel T.S. Eliot écrivit son beau poème désespéré, The Hollow Man. Ainsi, le prélude à ce voyage sera une réflexion sur ce poème, mêlée à quelques images recueillies dans les limbes de ma mémoire. Alors, on va aller une seconde que je vous montre. Alors, les images que je vais vous montrer ont un statut très particulier. Cette installation est à peu près impossible à documenter sous forme d'image. Vous allez vite comprendre pourquoi.
L'installation se compose de 8 écrans, 8 moniteurs, alignés en long le long d'un mur, et vous avez de l'autre côté des moniteurs 1 ou 2 bancs sur lesquels les visiteurs peuvent s'asseoir pour contempler. Donc, elle est là, là-dedans. Oui, vous l'ouvrez. Entre ces moniteurs, vous avez des petits intervalles de noir, ce qui fait que vous avez donc une longue ligne de moniteurs devant les yeux. Et ces moniteurs sont, comment dire, les images sont montrées selon un système alterné, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Ce qui veut dire que vous avez 4 fois la même image, et 4 fois la même image, et qu'elles sont tressées en alternance l'une par rapport à l'autre. Ce qui, comme je vais y insister ensuite... Ça marche pas. Ah, si, c'est vrai. Non, c'est plus... Allez plus bas. On va arriver. Allez plus bas, là. Hop, Chris Marker. Vous allez là. Voilà. Vous appuyez Marker. Et ça, c'est PowerPoint. Et ensuite, vous le faites comme ça. Ici, ça marche pas. Ça marche pas? Si, voilà. Et après, vous pouvez aller une par une. Donc, vous avez là, on va vous défiler 40 petites photos, une par une, doucement, pendant que je continuerai à parler. Le moment où vous allez voir, au lieu de voir 8 écrans, vous voyez la difficulté qu'il y a à documenter, c'est des gens de la galerie qui ont eu la gentillesse de le filmer pour moi, vous voyez la difficulté qu'il y a parce qu'on voit très peu sur les images, de loin, quand on est comme ça en documentation. Quand vous verrez non plus 8 écrans, mais 2 écrans, c'est tout simplement un choix qui a été fait de 2 des écrans pour les montrer plus grands. Mais c'est un problème, c'est purement la documentation. Si vous voulez voir l'installation normalement, vous devez voir l'installation. Elle est très difficile à documenter, comme on dit. Voilà, donc je vais vous le faire défiler à un rythme gentil. Vous y allez, vous les faites toutes, et moi je vais vous... Bon. Alors, le résultat, si vous voulez, de cette disposition dont je vous parle, est une difficulté extraordinaire de lisibilité de l'installation, mais difficulté qui participe complètement de son projet, de son caractère crucial et de son importance. L'installation est composée alternativement de mots et d'images. 8 écrans parfois montrant 4 fois 2 images, parfois 8 images de texte. Le texte lui-même est un texte qui défile et devient visible sous 2... Vous pouvez continuer à les défiler une par une. Le texte lui-même devient visible sous 2 acceptions. D'une part, le commentaire de Chris Marker, qui est un commentaire qui, pour la première fois dans toute l'histoire de tous les films de Marker ou de toutes ces installations, apparaît uniquement à l'image, ce qui veut dire que c'est une œuvre de Chris Marker sans commentaire oral, ce qui change énormément les choses. Ce commentaire est une sorte de, comment dire, de paraphrase évocative, d'acclimatation, de traduction partielle du poème de T.S. Eliot, dont l'œuvre est inspirée, The Hollow Men, les hommes creux, qui est un texte prophétique écrit par T.S. Eliot au début des années 20 en réaction à la Première Guerre mondiale, qui est un texte de poésie métaphysique très dense, très désespéré, très obscur, et que le commentaire de Chris Marker plus ou moins éclaire. D'une part pour le texte, mais d'autre part, certains fragments du texte, aussi bien de Marker que de Eliot, vous avez peut-être déjà vu défiler de très grandes lettres dans les images qui vous ont été montrées. C'est des moments où certains mots, certaines lettres se mettent à tenir entièrement toute la surface de l'écran, comme là, à tenir tout l'écran.
Et ces lettres, quand elles tiennent tout l'écran, en général, perpétuellement défilent dans un sens ou dans l'autre, en général plutôt de droite à gauche, défilent continuellement, de façon à n'être quasiment pas lisible. Vous lisez des lettres, mais vous ne lisez jamais des mots à ce moment-là. Même si vous avez le sentiment obscur, parce que vous venez de lire le commentaire, donc vous avez vu des phrases plus développées comme ce que vous voyez en ce moment, vous avez des rappels de mots, mais vous n'avez plus des reconstitutions littérales de mots. Bon. Je vous ai dit que les images, ces images de mots, ces lettres très grossies, circulent en général d'un mouvement ininterrompu de droite à gauche. D'autre part, les images fixes, puisque l'ensemble de cette œuvre est composé à partir d'images fixes. Cette œuvre, composée d'images fixes, est d'autre part animée d'un incessant mouvement, dans la mesure où les images font l'objet d'un mouvement d'avancée en travelling avant, si on peut utiliser le mot travelling pour un processus purement fait à l'ordinateur, de mouvements avant et de mouvements arrière, qui chaque fois vont les éclairer dans tel ou tel de leurs détails. Alors ça semble une chose simple, mais essayez d'imaginer, ce qui est très difficile à imaginer, que chaque fois que le mouvement se produit, il se produit dans au moins 4 images à la fois. Ce qui veut dire que chaque fois, une image va taper, si on peut dire, contre le bord extérieur de l'écran qui la jouxte, sur laquelle il y a ou une autre image ou un texte. Lequel texte souvent défile de la droite vers la gauche, alors que les mouvements avant et arrière sont plutôt de gauche à droite. Ce qui fait que vous avez, dans une œuvre qui n'est construite qu'à partir d'images fixes, un mouvement absolument perpétuel et incessant. Et ça finit par créer, si vous voulez, un mouvement très surréel sur lequel on dirait, en un sens, que la vision a peu de prise. On voit, on n'arrête pas de voir. Et en même temps, il est soumis, le mouvement de vision, il est soumis à des variations telles qui sont en conflit, qui le font comme éclater, se dérober et perdre d'instant en instant le peu de fixité qu'il pouvait posséder et auquel le spectateur pouvait se raccrocher. Bon. D'autre part, une chose est très essentielle. Alors, les images, comme Chris Marker nous l'a dit, dans le petit prologue que je vous ai lu, sont de provenance extrêmement variée. Il s'agit beaucoup d'images qui peuvent évoquer des moments de la Première Guerre mondiale, des moments de rassemblement d'hommes, de visages, de troupes, des choses assez indistinctes, des paysages. D'autre part, un certain nombre de beaux visages de femmes, comme Marker en a le secret depuis au moins depuis La Jetée. Mais la particularité de The Hollow Man, c'est que les images, la plupart d'entre elles, et très souvent, sont soumises à une sorte d'effet de très légère désintégration. La référence qui vient à l'esprit, c'est l'équivalent de ce que certains films japonais ont essayé de faire quand ils ont essayé de figurer ce qui s'est passé à Hiroshima, et presque quasi ces effets de projection qu'il y a eu au moment d'Hiroshima, où on a retrouvé quasiment des choses projetées sur les murs, si vous voulez, par la violence de la déflagration. Ces images sont constamment comme décomposées. Marker, qui travaille, comme il le dit, comme un informaticien du dimanche, a dû utiliser une chose, à mon avis, très simple, dans un Photoshop quelconque, mais il a trouvé la bonne procédure technique qui rend ces images très angoissantes de par leur désintégration. Essayez de penser aussi au tout début d'Hiroshima, mon amour, quand vous avez les corps amoureux dans le noir, avant qu'ils deviennent des vrais corps humains, qui sont eux-mêmes soumis à une analogie
avec ce qui a été la déflagration atomique, des corps comme atomisés. Et une chose aussi paradoxale, le spectateur de temps en temps a envie, pour mieux voir, de se lever et de se rapprocher des écrans. Et plus il se rapproche, plus, à mon sens, l'image semble se défaire. Comme s'il n'y avait pas devant cette œuvre une capacité de vision absolument pleine, absolument fixe, absolument tenable, et que constamment elle se dérobait, tout en étant extraordinairement forte et présente, elle se dérobait comme se dérobe tout simplement la mémoire historique. Et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment que Chris Marker a fait avec cette œuvre, même si ça paraît un peu paradoxal de le dire, peut-être son œuvre la plus neuve depuis La Jetée. Et The Hollow Man, je trouve, a une force de comparaison possible avec La Jetée. Vous vous rappelez que dans La Jetée, il était question d'une fictive troisième guerre mondiale dont le film était l'enjeu, alors qu'ici il s'agit de la première véritable guerre mondiale. D'autre part, il y a cette différence essentielle du commentaire. Vous vous rappelez que dans La Jetée, sur les images fixes, c'était le commentaire et la musique qui faisaient le travail du mouvement. Ici, c'est par de tout autre moyen. Vous avez également une admirable musique qui est due à un musicien japonais dont... je suis désolé, je ne retrouve pas son nom dans mes papiers là, mais ça vous dirait peut-être pas grand-chose. Ce qui est important, c'est que ce soit le musicien qui ait fait la plupart des musiques des films de Hiroshima et de la nouvelle vague japonaise. Mais le commentaire est muet, comme je vous l'ai dit, et je trouve qu'entre les deux œuvres, il y a un travail comparable de ce que Marker après aura appelé l'immémoire dans son CD-ROM In Memory, à travers le travail obsessionnel de la mémoire. Vous vous rappelez comment dans La Jetée, c'était aussi bien à travers l'expérience subjective de la production d'images mentales qui était reconquise par le héros sur sa propre mémoire, qu'à travers le développement circulaire de l'histoire et de la tension fondamentale entre fixité et mouvement, mobilité et immobilité. Si bien que, en termes d'expérience de mémoire vécue pour le spectateur, il me semble que The Hollow Man pourrait être l'œuvre la plus avancée que Marker ait produit depuis La Jetée. Je vous lis deux propositions de La Jetée dont il me semble que Marker les accomplit d'une autre façon avec sa nouvelle œuvre. Il vit un homme sans passion, il, c'est le héros, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec des moyens de survie passait par le temps. Deuxième phrase, qui est la fameuse dernière phrase de La Jetée, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Ces mots renvoient évidemment à la circularité complète de La Jetée entre la première et la dernière image. Ce qui me paraît absolument fondamental par rapport à The Hollow Man, geste de musée, geste d'installation, dans son rapport même avec l'expérience du cinéma, c'est de penser que Chris Marker a fait là une œuvre qui est même susceptible d'échapper à la possible reconversion en DVD. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le sort du DVD, c'est devenu cet objet plastique intermédiaire
qui sert à tout et qui est capable de tout documenter. Il tient lieu du film, il a plus de difficultés à tenir lieu de l'installation. La force de The Hollow Man, il me semble que c'est d'avoir, en un sens, préfiguré son impossibilité à toute autre reproduction que celle de sa réalité en tant qu'installation, c'est-à-dire d'être un geste muséographique alors qu'il s'agit pourtant d'une projection plane, si on peut dire, qui reconstitue d'une certaine façon l'écran de cinéma. Si on le passe en DVD, vous auriez en partie les effets que vous avez vus dans la documentation que je vous ai montrée, ou d'avoir des écrans trop petits, ou d'être obligé de les détailler un par un pour les rendre visibles autrement, et du même coup de détruire l'espace de l'installation réelle. Et il me semble que Marker, par ce geste, retrouve quelque chose analogiquement de ce qu'était la pure situation de cinéma, c'est-à-dire un dispositif qui montrait, dans une seule solution possible, des images dans le noir pour une collectivité de spectateurs pendant un temps donné. C'est ça le cinéma. Et c'est ce qui n'est pas transformable de ce point de vue-là par le musée. Sauf quand le musée devient à lui seul une salle de cinéma, auquel cas, même s'il y a l'ambiguïté que la salle de cinéma soit dans le musée, ça n'est malgré tout plus le musée en tant que tel, c'est le musée devenu cinéma. Et il me semble qu'avec The Hollow Man, il a conçu une chose qui est comme du cinéma, mais pour le musée, c'est-à-dire pouvant avoir un seul support qui lui soit propre, et que c'est une des originalités profondes de cette œuvre. Bien, je vais donc maintenant, ayant déjà beaucoup parlé, comme on a eu toutes ces difficultés, essayer de rapidement conclure pour mettre en rapport très vite ces trois installations. J'ai déjà insisté sur cette valeur de religion, de rédemption, que Godard donnait à l'image. Je vous en rappelle encore en deux termes. Le cinéma comme le christianisme ne se fonde pas sur une vérité historique. Il nous donne un récit, une histoire, et nous dit « maintenant, crois ». Je disais ni un art ni une technique, un mystère. L'image viendra au temps de la résurrection. Et je dirais que de ce point de vue-là, on peut tracer une opposition radicale entre Marker et Godard. D'une certaine façon, chez Godard, c'est un privilège ontologique accordé à l'image. C'est ce qui justifie la grandeur de l'image de peinture, la religiosité de l'image. Je vous rappelle, dans Les enfants jouent à la Russie, Godard disant qu'il y a deux mots en russe pour dire image, un pour réalité, clic-clac Kodak, et un plus grand, plus profond, plus loin, plus proche, comme le visage du Fils de l'homme lorsqu'il a été projeté sur le linge de Véronique. Donc, cette projection, c'est quelque chose qui nous renvoie à une religiosité de l'image et à une surnature de l'image, fût-elle une image dite naturelle. D'où, à travers l'image, une sorte de tragique ontologique du cinéma qui en devient garant, et c'est ce dont l'exposition, comme nous l'avons vu, porte la marque dans l'ambivalence complètement violente, tragique et pathétique d'une certaine façon, à laquelle a été en proie Godard entre la reconstitution et la destruction de cette image. Alors que chez Marker, ce même tragique, dont son œuvre est entièrement pénétrée et dont la dernière œuvre, The Hollow Man, est l'incarnation même, puisqu'il s'agit de rien de moins que de parcourir
le XXe siècle, à partir de son drame inaugural total qui a été la Première Guerre mondiale. Le tragique chez Marker est intégré à l'intérieur d'une vision de la culture dont le cinéma ne peut constituer l'unique point focal, parce que le cinéma concircule dans une histoire infiniment plus vaste, même s'il en opère une reprise incomparable. Pour Marker, l'image n'est pas une croyance, elle est un travail de mémoire. L'image vit ainsi également à l'intérieur des mots qu'on peut porter sur elle, dans toutes les formes d'adresse dont elle fait l'objet. Cela suppose aussi que toutes les formes d'image soient pareillement possibles et compatibles entre elles, qu'il n'y ait pas de privilège de principe accordé à l'image dite naturelle, et que, du même coup, elles le sont aussi par la pratique même de l'installation de l'exposition. J'ai dit dans les deux cas que chez Marker et chez Varda, chez Marker et chez Godard, il y avait une difficulté par rapport à la solution plastique, à l'invention d'un dispositif proprement plastique d'architecturation de l'espace, si vous voulez, qui puisse parvenir à être un équivalent aussi réussi du dispositif du cinéma. C'est ce qui constitue d'une certaine façon ce qu'on peut appeler quelque part la catastrophe de l'exposition de Godard. C'est ce dont Marker prend la mesure admirablement en faisant, comme j'y insistais, un dispositif d'une nature autre, extrêmement simple, qui est un dispositif de musée et qui pourtant, analogiquement, garde un équivalent de ce qu'était la projection de cinéma. C'est ce à quoi Varda trouve, elle, une solution plastique assez innée, avec un sens du dispositif aigu. Je n'ai pas eu le temps de vous détailler l'installation de la Fondation Cartier, mais d'après le peu que je vous ai dit, vous voyez que chaque fois il s'agit de problèmes d'espace, ou dans les deux exemples que je vous ai rapidement montrés, de capacité à transformer l'espace du dispositif de cinéma en une spatialité de la peinture et qui reconstitue une autre architecture de l'espace, comme dans les Veuves de Noirmoutier. Le tout dans une moindre tension entre des opposés tragiques à partir d'un art beaucoup plus quotidien. Et on pourrait dire en un mot que ce que Varda a trouvé, c'est une solution femme et une solution artiste. Donc je conclurai là cette trop longue intervention avec tous les problèmes que nous avons eus. Mais j'entends, mais il y a un grésillement. Sí. Bueno, primero agradecer esta extraordinaria pero profunda y clara ponencia. Sin embargo, me pregunto lo siguiente: ¿por qué ha estado ausente a lo largo de esta gran ponencia el aspecto sonoro de la experiencia estética cinematográfica o de lo que nos ha hablado? Me da la impresión que se han recargado un poco las tintas sobre el aspecto propiamente plástico, visual del cine. De hecho, la exposición ha arrancado así, exponiendo el conflicto en Godard sobre encontrar el reconocimiento específicamente plástico, visual del cine en la aventura museística y esta amenaza de destrucción de lo específicamente cinematográfico, que es la proyectividad. Sin embargo, yo creo que en la experiencia cinematográfica esta proyectividad justamente está sustentada en gran medida por esa experiencia de la banda sonora, que está en contrapeso, en conflicto con la banda visual. Curiosamente, las dos menciones
que he notado a la banda sonora, han sido muy bien a la música, con el apelativo de curioso, y no he podido dejar de percibir cierto desdén sobre ello, con todo el respeto dicho. Lo digo esto para subrayar mi desconcierto ante esta ausencia de la experiencia auditiva en la percepción misma de la imagen cinematográfica. Obviamente estoy pensando en gran medida en las reflexiones de Michel Chiron sobre la audiovisión. Bon, la seule chose que je peux vous répondre, c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois, et que, comment dire, chez Godard, ça serait évidemment trop triste de se passer de deux éléments de la bande-son qui sont d'une extraordinaire importance, que ce soit d'une part la prolifération verbale dont il est littéralement un artiste âgé continu, d'un côté, et de l'autre surtout son extraordinaire capacité de monteur et d'accompagnateur de musique, puisque de plus en plus, et surtout depuis Passion en particulier, tout son cinéma est littéralement envahi de musique qui accompagne l'image. Donc, je vous donne entièrement raison, sinon, sur le fait que j'ai absolument aucun dédain par rapport à la bande-son, bien au contraire, et en particulier par rapport à la musique. Sur le film de Marker, je vous ai dit à quel point il s'agissait d'une musique extraordinaire que je ne pouvais pas vous faire entendre, mais qui contribue énormément à l'impression de tragique profond des images qu'on voit. Chez Godard, ça serait, disons, beaucoup plus compliqué d'une certaine façon, parce que la musique, pour le dire très vite, la musique possède, si vous voulez, la musique travaille dans le même sens d'une spiritualisation de la réalité montrée que ce que cherche à faire la référence à la peinture. La musique est là, dans une sorte d'amplification spirituelle continue, une accentuation des pouvoirs d'émotivité et de montage propre déjà aux images, dont qu'elle pousse à leur degré maximum. Le langage, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le langage, c'est à la fois ce dont Godard se sert comme un virtuose incomparable pour tresser les raisonnements, les jeux de mots, tout ce dont ces films sont pleins. D'autre part, et c'est un motif constant de ces films, le langage est aussi ce qui est en défaut, ce qui est en trop par rapport à l'image. Le langage, c'est quelque chose qui vient, dit Godard toujours, enfin dit Godard souvent, pas toujours, parce que Godard a aussi cet art de ne pas toujours dire la même chose. Le langage, c'est ce qui vient après. Dans le scénario du film Passion, il dit à quel point le film, le scénario, il a voulu le voir d'abord, premièrement, comme des images, et simplement ensuite que ça formait des mots. Par mots, Godard suppose la réalité d'une histoire, d'un scénario, par rapport à, disons, la capacité, je dirais, extatique première de l'image en tant que telle, même à l'intérieur de sa dimension narrative. Parce qu'un tableau de peinture, il peut aussi raconter une histoire, mais il le raconte sans mots. Le privilège absolu de la peinture, chez Godard, c'est que la peinture n'a pas de mots. Godard use de beaucoup de mots pour dire ça, mais le privilège absolu de la peinture, comme de l'image de film de l'époque du cinéma muet, tel que Godard l'idéalise, puisqu'il y avait beaucoup de mots dans le cinéma muet partout, mais Godard en fait un art de l'image sans mots, c'est que l'image, c'est l'image qui viendra au temps de la résurrection, pour Godard, c'est pas le verbe. Ça, c'est une affirmation qui est quand même constamment là, constamment présente. Et c'est celle sur laquelle aujourd'hui, j'ai voulu, moi, insister particulièrement, parce qu'il me semble que ce qu'on peut appeler le drame de son exposition
pour résumer les choses rapidement, c'est entre l'incarnation de l'image de peinture dont le musée peut donner un supplément et la destruction de l'image projetée dont le musée devient la réalité. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur l'image dans l'espèce de construction que j'ai tenté de faire à propos de Godard. Mais toute complication de cette proposition passe d'un côté par la musique et de l'autre par le texte, évidemment. Donc je vous donne en un sens entièrement raison.